je m'appelle donc Lara Otia, je travaille à la direction du développement durable du service public de l'ONU. Et donc c'est donc dans ce cadre-là que nous organisons le réseau des acheteurs publics responsables et ainsi que ces webinaires sur le contrôle des clauses durables. Donc merci de votre présence. Donc quelques règles que vous connaissez probablement pour tout type de webinaire. Donc n'oubliez pas de couper votre caméra, de couper votre micro. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à plutôt vous connecter sur votre câble plutôt que d'être en Wi-Fi. Et toutes les questions passeront via le chat. Et ce sera donc Catherine, qui travaille à EcoConso, à qui je passerai la parole juste après, qui gérera vos questions. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Catherine, je te passe la parole. Oui, merci, merci Lara. Bonjour à tous. Voilà, je prends juste rapidement la parole pour dire que c'est Rob Reinhardt qui va commencer la présentation de cette matinée sur le contrôle des clauses. Il va rappeler un petit peu quel est l'objectif de la formation et ce qu'on va voir aujourd'hui en cours de matinée. Donc, comme l'a dit Lara, si vous avez des questions, merci de les partager dans le chat. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Zoom, si vous allez dans la barre tout en dessous de votre écran, vous avez une petite bulle qui s'appelle « Converser ». Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité d'envoyer un message à tout le monde. Donc, soit vous pouvez l'adresser à quelqu'un en particulier, mais je vous demanderai de l'adresser à tout le monde dans la réunion, de telle sorte que chacun puisse avoir accès aux questions. Et donc, les questions arrivent dans le chat et moi, j'essaye de les gérer et de les poser de façon régulière aux deux intervenants de cette matinée. Voilà, Rob, je te laisse la parole. Bonne formation. Très bien, merci Catherine. Je vais juste mettre mes slides en plein écran. Hop, ça, non, autre bouton, désolé. Voilà, maintenant, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, le programme de la matinée, l'introduction, on a déjà eu. Et on va parler de contrôle des clauses durables dans les marchés publics. On va commencer avec quelques règles de base. Après, on va définir une stratégie à mettre en place. Et après, on va regarder plus en détail à quel moment il faut prévoir le contrôle, comment est-ce qu'on peut le mettre en place pratiquement. Ça sera suivi donc d'un témoignage du Comité économique et social européen. Et après, vous avez encore le temps pour des questions si vous en avez. Mais n'hésitez pas à déjà poser vos questions. Je veux bien m'interrompre quand vous avez des questions. C'est plus facile de l'expliquer au moment que vous vous posez des questions qu'à la fin où c'est parfois difficile de se remettre dans la présentation. Alors, l'objectif de la formation, les formations marché public durable a toujours comme objectif d'introduire des critères de durabilité dans vos marchés. Donc, on va y toucher aussi aujourd'hui, mais on va surtout se concentrer sur la vérification des critères. Et souvent, je reçois la question, oui, mais les critères durables, c'est très difficile, on ne peut pas le contrôler. Ben, il y a très peu de différence entre le contrôle des critères durables et le contrôle des critères de qualité ou peu importe quel type de contrôle dans le cadre d'un marché public. Donc, les stratégies sont les mêmes, mais on va surtout regarder les différents outils que vous pouvez utiliser. On va vous donner plein d'astuces pour mieux contrôler les critères durables que vous voulez mettre dans votre marché. Alors, une petite introduction. Pourquoi est-ce que le contrôle est essentiel? Il y a multiples raisons. Je vois parfois des cahiers de charges dans lesquels on mentionne qu'on veut faire ça, on veut tel produit, tel service, mais en réalité, on ne va pas l'obtenir parce qu'on n'a pas vérifié l'exécution du marché, on n'a pas vérifié les livraisons, et donc on fait une sorte de greenwashing, ce qui est bien sûr pas l'objectif des autorités publiques. Une deuxième chose, c'est le traitement égalité de tous les fournisseurs. Ça va éviter des plaintes au moment ou juste après l'attribution du marché. On a aussi la troisième raison, c'est la livraison des produits et services demandés. C'est quand même très important que quand vous allez exiger certains critères écologiques, que ces critères sont respectés.
Et trop souvent, et ça dépend un peu d'un type de marché à l'autre, on constate qu'il y a des fournisseurs qui respectent simplement pas ce qui est demandé. Et la dernière raison, c'est éviter des soucis pendant l'exécution. C'est jamais agréable d'avoir des discussions avec vos fournisseurs concernant l'exécution du marché, mais si la qualité écologique durable n'est pas respectée, ben, il y a déjà des soucis et il faut en discuter, il faut essayer de trouver des solutions pendant l'exécution parce que autrement, les seules autres raisons ou seules autres solutions, ce sera de rompre le contrat et ou juste avant donner des amendes. Et vous allez peut-être dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas contrôler? Ben ici, quelques exemples. Le plus marrant, c'était, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans, l'SPF Sécurité sociale avait découvert de la fraude sociale au sein de l'entreprise qui nettoyait ses propres bureaux. C'est bien sûr quelque chose que tu ne veux pas voir, surtout comme SPF Sécurité sociale. Et donc, c'était simplement parce qu'il y avait trop peu de contrôle en interne du marché qu'ils ont constaté ces infractions. Au Parlement européen, à un certain moment, on avait des rapports d'audit du contrôle des restaurants qui indiquaient que les critères n'étaient pas suivis. Et on voyait aussi qu'une partie du clientèle partait simplement et allait manger ailleurs. Et donc, après 1 an, se sont réalisés que la perte de clientèle et le non-respect du marché était quand même un gros problème. Ils ont commencé à discuter avec le fournisseur, ils ont mis des contrôles plus stricts et 1 année après, le restaurant fonctionnait comme avant, mais bien sûr avec une meilleure qualité de repas parce que les contrôles étaient mieux suivis et il y avait la menace d'amende qui était mise en place. Et le dernier, c'est actuellement pour moi un des plus grands problèmes, c'est qu'on demande souvent plein de produits biologiques dans les repas scolaires. On va jusqu'à 40%, mais si on effectue un contrôle, on se retrouve dans des pourcentages qui situent autour de 5% et parfois même moins. Simplement parce qu'il y a une barquette qui arrive et dans la barquette, c'est impossible de voir si les ingrédients sont biologiques ou pas. Et donc, on s'arrête là, on ne va pas vérifier le site de production. Et à ce moment, quand on le fait, on constate quand même qu'il y a des graves infractions par rapport aux critères qui étaient mis dans le cahier de charge. Donc, c'est ça qu'on veut absolument éviter aujourd'hui. Et pour ça, on a 3 règles de base. Le premier, c'est que tous les critères que vous allez mettre dans votre cahier de charge doivent être vérifiables. Ça peut être à base des attestations, des tests laboratoires. Il y a plein de différentes possibilités de contrôler. On va le regarder plus en détail. Mais si vous avez un critère qui n'est pas vérifiable, c'est parfois mieux de ne pas mettre dans votre cahier de charge parce que les fournisseurs ou les contractants vont le savoir et il y a une très grande chance qu'ils ne vont pas y répondre. Deuxième chose, des autodéclarations sont interdites. Je pense que la raison est très claire. Si un fournisseur va commencer à autodéclarer que tout est en ordre sans donner la moindre preuve, tous les critères que vous allez mettre dans votre marché, ils seront tout d'un coup conformes et on sait très bien qu'en réalité, ça ne sera pas le cas. Et la dernière chose, c'est que pendant l'exécution du marché, il faut continuer à contrôler. Trop souvent, je vois des marchés où on fait un contrôle très strict au moment de l'attribution et pendant l'exécution, il n'y a plus personne qui va contrôler et on voit que la qualité écologique du marché va diminuer au fur et à mesure, surtout dans les contrats de plus longue durée, style des contrats de 4 ans. Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est qu'on va mettre des mentions très vagues dans le cahier de charge. Il faut absolument éviter de mettre des clauses du style « on veut que tel produit est respectueux de l'environnement, tel produit est écologique », parce que ça va rendre la comparaison des offres impossible. Si vous avez 2 produits de nettoyage, il y a un produit qui a un emballage recyclé et l'autre produit a moindre impact et moins toxique, un moindre impact sur l'environnement,
C'est deux produits qui ont un impact qui est différent, qui sont tous les deux respectueux de l'environnement, mais c'est très difficile de les comparer. Et donc, au lieu de mettre un critère général respectueux de l'environnement, il faut mettre un critère emballage, il faut mettre un critère impact écologique du produit. Si vous n'allez pas le faire, vous allez toujours devoir comparer des choux et des carottes et ça ne va pas aller. Donc, c'est très bien, très important de bien définir les critères et avec ça, toujours aussi préciser quelles sont les pièces justificatives que vous attendez du soumissionnaire. Ça va demander un peu plus de temps au niveau de la formulation de votre cahier de charge, mais ça va vous faire gagner énormément de temps pendant la phase d'attribution. Alors, quelques petites conclusions de l'introduction. La première raison pour laquelle on fait des marchés publics avec des critères de qualité, c'est qu'on veut empêcher certains fournisseurs qui n'ont pas les standards écologiques souhaités d'avoir accès au marché. Ça, on peut uniquement réaliser en mettant des critères bien définis et en contrôlant les critères. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour éviter des problèmes de greenwashing, etc., comme j'ai déjà expliqué. La deuxième raison, c'est que, ou la deuxième conclusion, c'est que les contrôles de critères de durabilité et les contrôles de critères de qualité classiques se font de manière identique. Donc, vous ne devez pas apprendre quelque chose de nouveau, vous ne devez pas installer une nouvelle stratégie, il faut juste appliquer les astuces qu'on va vous donner et les outils qu'on va vous donner. Et le contrôle est nécessaire dans tous les stades d'un processus de marché public. On va aussi parcourir tous les stades d'un marché public un peu plus tard dans la présentation, mais il ne suffit pas de se contenter de bien contrôler le marché au moment de l'attribution et pendant l'exécution, ne plus faire aucun contrôle. Ça va quand même poser des problèmes pendant l'exécution et ça va rendre le marché moins efficace. Voilà. Catherine, est-ce qu'il y a déjà des questions? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat quand vous en avez. Voilà. Alors, on commence avec le volet 2, la stratégie. J'ai déjà dévoilé quelques étapes de la stratégie. La première, c'est d'écrire avec grande précision chaque critère que vous allez mettre dans votre marché. La deuxième, c'est prévoir un contrôle minutieux des offres. Et la troisième, c'est contrôler à la livraison ou pendant l'exécution du marché. Alors, comme j'ai déjà dit, il faut éviter des critères très forts. Rob, moi je ne t'entends plus. Ah oui, mais moi je pensais que ça voulait dire ceci ou ça, et ça va donner des discussions jusqu'à la fin du marché sans que vous allez avoir des résultats. Des critères trop difficiles à contrôler, c'est aussi un problème parce que les contractants vont le savoir. C'est très bien sur papier de mettre des pourcentages d'un marché. Par exemple, on veut que 75% de la peinture utilisée est avec un écolabel européen. Très bien, mais ça veut dire que pendant le contrôle, c'est à vous de aller chercher toutes les factures ou toutes les quantités de peinture utilisées. Il faut faire des calculs et à base de ça, vous pouvez contrôler le critère. À ce moment, c'est mieux de le remplacer par un critère qui est plus facile à vérifier et dire, par exemple, toutes les peintures intérieures doivent porter l'écolabel européen. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à contrôler. Vous pouvez le contrôler via le stock et ça évite des problèmes pour la suite. Troisième et très important, c'est clairement indiquer quelles pièces justificatives doivent être fournies. Comme ça, il n'y a pas de discussion dans la phase d'attribution et c'est tout de suite clair pour les potentiels soumissionnaires ce qu'ils doivent ajouter à leur dossier.
Et la dernière, c'est déjà mentionner les amendes. Ça évite aussi, bien sûr, des discussions après sur « Ah oui, mais quelle amende? Comment est-ce qu'on va l'appliquer ?» etc. C'est très facile, hein? Vous allez écrire une paragraphe standardisée et vous pouvez l'ajouter à tous vos marchés en, bien sûr, l'adapter un tout petit peu en fonction du type de marché avec des pénalités ou des amendes un peu plus haut, un peu plus bas. Alors, une fois qu'on a écrit le cahier de charge, on l'a publié, on doit à un moment ou l'autre prévoir dans la phase d'attribution un contrôle minutieux des offres. Si vous avez des problèmes ou si vous avez un doute à ce moment, il y a pas mal de possibilités d'aide. Il y a le helpdesk du SPW, il y a des organismes officiels qui ont des écolabels officiels que vous pouvez utiliser aussi, que vous pouvez contacter. Vous pouvez parfois demander des documents supplémentaires, vous pouvez organiser votre propre test de produit. Donc, il y a pas mal de possibilités d'avoir un contrôle très rigoureux des marchés. En tout cas… Je sais que tu vas l'aborder tout à l'heure, mais il y a une question par rapport aux amendes et comment est-ce qu'on peut les définir, ces amendes. Donc, merci de l'aborder. Hein. Oui, mais donc je vais y revenir tout à la fin de la présentation. Mais je vais mettre un peu d'attention par rapport à ça dans mes explications. Et donc, la dernière chose, c'est complètement refuser toutes les autres déclarations. J'ai jamais vu un producteur qui a refusé de remplir une autre déclaration. C'est quelque chose qui ne marche pas, qui a très peu aucune valeur et donc qu'il faut à tout prix éviter dans les marchés publics. Et la troisième étape de la stratégie, c'est au moment de la livraison ou pendant l'exécution, continuer à contrôler. Et donc, pour ça, il faut créer un plan de contrôle et ou externaliser le contrôle. On peut encore y revenir après, mais sans plan de contrôle, c'est très difficile de garantir une bonne exécution du marché. Donc, il faut contacter déjà à l'avance les collègues, il faut discuter avec eux qui va faire le contrôle, à quel moment, quelle sera la fréquence. Et si ce n'est pas possible, voilà, il y a toujours la possibilité d'externaliser le contrôle. Je sais que quand je propose ça, il y a toujours des personnes qui disent « Oui, mais ça sera cher et pourquoi est-ce qu'on le fera ?» Mais dans les marchés qui sont difficiles à contrôler, vous avez rarement une autre option. Et pour certains types de marchés, c'est devenu le standard. Pour tout ce qui est marché de construction, il y a toujours un contrôle externalisé. Et donc, pourquoi pas l'élargir vers des autres marchés où on le voit apparaître, les marchés de catering. Vu la complexité, on demande aussi de plus en plus des contrôles externes. Et ça peut même aller plus loin vers des autres marchés de services et ou de livraison. Bien sûr, le plus grand… le risque de problème, le plus élevé, la fréquence de contrôle. Et donc, ça ne suffit pas de mettre des amendes réclamées, parce qu'autrement, continuer à donner des avertissements, ça ne va pas changer. Et donc, c'est là où je vois une très grande différence entre la stratégie des institutions européennes qui ne rigolent pas, qui donnent bien sûr des avertissements, mais qui n'ont pas peur de réclamer des amendes, et les administrations publiques belges où on dit toujours oui, mais si on va réclamer une amende, on risque de ne plus avoir des offres la prochaine fois, etc., etc. On doit rompre le contrat peut-être, on n'a pas envie. Oui, mais alors la solution, c'est de rester avec des mauvais produits pendant le reste de l'exécution du marché. Et je ne pense pas que ça pourrait être la bonne stratégie. Rob, il y a une question par rapport à une de tes slides précédentes. Donc, tu as évoqué le fait quand on contrôle les offres, si on a un doute, qu'on peut faire appel à différentes instances. Donc, tu as bien cité le helpdesk du SPW qui peut offrir ce type de service. Des organismes officiels. La personne demande quels organismes officiels tu as en tête.
Oui, on va y rentrer plus en détail plus tard dans les slides, mais comme j'ai mentionné, il y a des écolabels que vous pouvez à ce moment contacter. Vous pouvez les utiliser quand un fournisseur dit « moi j'ai tel écolabel qui est équivalent à tel critère ». Voilà, Et ben donc, justement, c'était la question qui suivait d'une autre personne par rapport au fait que une offre proposerait un produit qui n'a pas d'écolabel alors qu'on a demandé. Et la question, c'était comment faire pour écarter l'offre et la question de l'équivalence aussi. Mais ça, tu vas y revenir, hein? ben, le problème d'équivalence, je peux expliquer vite fait maintenant. Quand vous allez demander qu'un un produit ou un service porte un certain label, c'est au soumissionnaire potentiel de mentionner ou de expliquer la conformité s'ils n'ont pas le label. Et donc, en gros, ils ont deux possibilités de preuve. Soit ils ont le label très facile à contrôler. S'ils n'ont pas le label, c'est à eux de fournir tous les tests labo, tous les tests des organismes tiers indépendants pour tous les critères mentionnés dans le label. Et donc, en gros, vous allez recevoir l'écolabel européen. Après, je ne l'ai plus jamais vu. Et c'est très facile à expliquer. Quand un fournisseur fait tous les tests labo pour prouver son équivalence avec un écolabel, il va simplement demander l'écolabel parce qu'il a déjà fait tout le travail. Et donc, ces questions d'équivalence, c'est une option théorique qu'on va rarement voir en pratique. Comme j'ai dit, dans les 10 ans que je fais ce travail, je l'ai vu une fois. Toutes les autres fois, quand un fournisseur disait que son produit était équivalent, ça prenait 10-15 minutes de regarder son offre et même les tests le plus simples qui étaient exigés par l'écolabel n'étaient pas dedans. Donc voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça, mais ça reste une option théorique qui peut une fois avoir lieu pendant la phase d'attribution du marché. Et en effet, je rappelle que le service helpdesk qui est proposé gratuitement par le SPOE met à disposition ce type de service également. Donc, on aide au moment de la rédaction du cahier des charges, mais également s'il y a un souci au niveau de l'attribution pour pouvoir comparer des offres entre elles. C'est à ce moment-là aussi que vous pouvez faire appel gratuitement au service helpdesk. Merci, Catherine. Alors, conclusion pour la stratégie. Pour moi, le contrôle, ça commence avec la rédaction du cahier de charge. Si les critères sont bien rédigés, s'il n'y a pas de marge d'interprétation, il n'y a pas de discussion sur les preuves à fournir, l'attribution va être très facile et le contrôle d'exécution sera facile aussi. Si vous avez mal rédigé vos clauses, vous n'avez pas réfléchi au contrôle pendant la rédaction du cahier de charge, vous allez avoir des difficultés. Et donc, le contrôle commence au début, commence au moment que vous allez rédiger le cahier de charge. C'est vraiment très important de garder ça en tête pour la suite de la formation. Alors, on va regarder les différentes possibilités où on peut introduire des critères durables dans un cahier de charge et on va regarder comment on doit les contrôler. C'est si simple, on va suivre la logique d'un cahier de charge le reste de la formation. Alors, au niveau des critères sociaux, il y a toujours la possibilité de réserver un marché à l'économie sociale. Ceci dit, c'est un critère strictement social, mais qui a aussi un impact écologique parce que l'économie sociale travaille toujours à l'échelle locale. Et donc, parfois, on peut utiliser ce clause aussi pour avoir des fournisseurs plus locaux. Donc, voilà, officiellement, c'est une clause sociale, mais en réalité, on commence à l'utiliser aussi comme critère de localité. C'est très simple, la clause est formulée là et le contrôle se fait via un document officiel. Toutes les entreprises économie sociale ont une attestation qu'ils vont joindre à leur offre.
Si vous avez quand même des doutes, il y a une base de données dans laquelle vous pouvez faire la recherche et vous pouvez vérifier si l'entreprise est effectivement reconnue comme entreprise économie sociale. Donc, il n'y a aucun risque juridique, la législation est extrêmement claire sur ce point-là et le contrôle est très simple. Donc ça, c'est vraiment une des clauses où le contrôle ne pose aucun souci et ça prendrait 5-10 minutes de vérifier si le marché est conforme ou si l'offre est conforme ou pas. Alors, deuxième possibilité, c'est les conditions d'exclusion. Donc là, vous pouvez exclure des entreprises qui étaient condamnées pour violation de la législation environnementale, sociale, etc. Et donc là, il y a maintenant la possibilité de faire le contrôle via le casier judiciaire central, ce qui a quand même largement facilité le contrôle parce qu'avant, c'était très, très difficile d'avoir des infos. Les entreprises ne communiquaient pas dans leur offre s'ils étaient condamnés pour peu importe quelle infraction. Donc, ça, c'est vraiment un aide précieux qui s'est ajouté au contrôle et qui va vous faciliter la vie d'exclure certaines entreprises. Alors, Rob, il y a une question par rapport à la consultation des firmes. Peut-on consulter en procédure négociée sans publication préalable des firmes classiques et des firmes d'économie sociale? Oui, pourquoi pas. Vous pouvez toujours consulter les deux. Il n'y a aucun souci. Donc, la réservation d'un marché veut dire qu'à ce moment, uniquement des entreprises d'économie sociale peuvent remettre une offre. Si vous n'allez pas réserver le marché, tout type d'entreprise peut remettre offre. Une entreprise, on va dire classique, ou une entreprise d'économie sociale. Les critères de sélection, et donc là, on voit déjà quelques soucis parce que en gros, on demande toujours 2 critères en lien avec l'environnement. Le premier qu'on voit souvent apparaître là, c'est la présence d'un système de management environnemental, EMAS, ISO 14001 ou équivalent, où on demande des diplômes, des expériences du passé, par exemple des expériences dans la construction d'un bâtiment passif, qui seront bien sûr utiles pour bien exécuter le marché. Là, il faut savoir que les critères de sélection entrent en jeu uniquement au moment de l'attribution du marché. Donc, les soumissionnaires, soit ils passent pas, mais s'ils sont passés, vous ne pouvez plus retour en arrière et utiliser ces critères pendant l'exécution du marché pour dire « Ah, ça c'est un problème, là vous avez pas respecté la présence d'un système EMAS, etc. » Donc, ça c'est quand même très important à savoir et c'est pour ça que moi, je ne suis pas un grand fan de mettre le label EMAS ou ISO 14001 à ce endroit du cahier de charge. Je vous explique pourquoi. Si vous allez le mettre, le critère EMAS comme critère de sélection, il y a toujours la possibilité de ou équivalent. Et le label EMAS ni le label ISO 14001, ils ont des seuils minimums dans leur label. Ils sont en train d'y travailler, mais ils ne sont pas encore arrivés là. Ce qui veut dire que si une entreprise est malin et ils vont dire « Moi, j'ai aussi un système de management environnemental », c'est à vous de prouver que leur système n'est pas équivalent au système EMAS ISO 14001. Et ça, c'est très difficile parce que EMAS et ISO 14001, ils n'ont pas de seuil. Donc là, vous allez vous retrouver dans une situation de blocage potentiel. Donc, pour cela, moi, je suis un grand fan de mettre le label EMAS et le label ISO 14001 dans les spécifications techniques. Malheureusement, c'est uniquement possible si votre organisation a le label EMAS ou le label ISO 14001. À ce moment, vous pouvez mettre dans vos spécifications techniques que le contractant doit respecter votre système EMAS ISO 14001. Et ça veut dire qu'il va s'occuper du reporting, etc., etc. Ça a beaucoup d'avantages parce que ça veut dire aussi pendant l'exécution du marché, il va devoir respecter votre système EMAS.
ce que vous ne pouvez pas exiger quand vous allez utiliser le label EMAS dans les critères de sélection. Donc, moi, je vous propose plutôt, quand vous êtes certifié EMAS ou ISO 14001, de mettre une phrase dans les spécifications techniques que le contractant doit respecter votre système de management environnemental. Ça va éviter pas mal de problèmes pendant l'exécution du marché et aussi pendant l'attribution et éviter des discussions d'équivalence du système de management des contractants possibles. Il y a deux questions, Rob, par rapport à, Oui. à ces systèmes d'EMAS et ISO. Je vois qu'il y a une troisième question qui arrive. Donc, déjà, quelle est la crédibilité d'EMAS et d'ISO 14001? Par exemple, une entreprise qui fait des voitures polluantes peut être labellisée ISO et EMAS. Donc, ça serait bien que tu reprécises le cadre. Et aussi, quelle est la base légale qui interdit de mettre EMAS ISO en clause technique si l'adjudicateur n'est pas EMAS ou ISO 14001? Il y a une autre question qui dit « Je ne comprends pas bien, il faut que nous-mêmes soyons EMAS pour demander cela en spécification technique. » Et une personne qui porte l'attention sur le fait qu'on ne peut réserver un marché à une entreprise d'économie sociale si cela a pour effet de restreindre son accès à une seule entreprise. Malheureusement, c'est souvent l'effet de ce genre de clause. Et alors, une toute dernière question, c'est est-ce qu'il y a des autorités communales, EMAS ou ISO? Ok, je vais commencer avec la question clause sociale. Effectivement, vous ne pouvez pas réserver le marché à une entreprise d'économie sociale quand il n'y a qu'un fournisseur potentiel. Ça, bien sûr, ce n'est pas légal, mais ça dépend un peu du secteur. On constate quand même qu'il y a de plus en plus des entreprises d'économie sociale et il y a un très bon listing des entreprises d'économie sociale sur le site web de SAWB. Et là, pour la plupart des secteurs dans lesquels les entreprises d'économie sociale sont actives, il y a quand même pas mal d'acteurs. Donc, voilà, ça peut être le cas. Et si c'est le cas qu'il n'y a qu'un acteur, bien sûr, vous ne pouvez pas réserver le marché. Mais dans la plupart des cas, il y a quand même plusieurs acteurs sur le marché. Je rappelle également que le service LDES peut être sollicité aussi dans ce cadre-là. Si vous avez un doute, vous pensez qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui pourrait potentiellement remettre une offre et que vous voulez savoir si en fait on restreint trop le marché en réservant le marché, vous pouvez vous adresser au helpdesk et à ce moment-là, nous on a une collaboration aussi avec la SAWB qui peut répondre à ce type de questions. Ok, je m'attaque au label EMAS ISO 14001. Donc, la question des voitures polluantes, c'est très bien. Volkswagen a bien reçu le label EMAS. C'était une des premières entreprises qui l'ont eu. Et ils ont quand même fait quelques petites erreurs, on va dire, dans leur production de voitures. Et ils étaient à ce moment, juste au moment du scandale, ils étaient dans le film 20 ans EMAS. L'un n'exclut pas l'autre parce que le label EMAS demande d'installer des procédures de management, mais ne demande pas de mettre des seuils minimales. Et donc, pour moi, c'est un outil très bon pour sensibiliser une entreprise et les employés de réfléchir aux critères écologiques de gestion. Mais vu qu'il n'y a aucun norme minimum, il n'y a aucun résultat qui est demandé et ça ne va pas donner un meilleur résultat dans les produits ou les services qui seront livrés ou que vous avez commandés via votre marché. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas un grand fan de mettre le label EMAS dans les critères de sélection parce que vous allez peut-être exclure des entreprises avec des produits, des services très écologiques, mais qui n'ont simplement pas un système de management. La deuxième question était pourquoi pas le mettre dans les spécifications techniques. La législation mentionne clairement que le label EMAS ISO 14001 a un critère de sélection.
Donc, vous pouvez uniquement faire référence au label EMAS ISO 14001 dans les spécifications techniques si c'est votre label EMAS. Et donc, ça ne doit pas nécessairement être un label EMAS. Si vous avez un système de reporting interne pour, par exemple, les impacts écologiques de certains produits-services, vous pouvez aussi exiger qu'un prestataire respecte ce système de reporting. Mais vous ne pouvez pas exiger dans les spécifications techniques qu'un fournisseur a le label EMAS. Ça, c'est vraiment un critère de sélection. Et maintenant, j'ai oublié la dernière question. Catherine, désolé, mais... S'il y a des autorités communales, EMAS ou ISO? Communal, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des autorités publiques qui ont le label EMAS et ou le label ISO 14001, mais des autorités régionales, je n'ai pas une en tête comme ça, mais je m'imagine que ça doit exister. Peut-être dans les participants, il y a quelqu'un qui a la réponse. Je ne connais pas toutes les communes en Wallonie, donc je ne sais pas s'il y a déjà des autorités communales qui ont ce label. D'accord. Les autres... Il y a encore des petites, il y a encore des questions par rapport, c'est pas tout à fait clair ce que tu viens d'aborder par rapport au fait que si nous-mêmes, en tant que pouvoir applicateur, nous sommes EMAS, on peut le mentionner au niveau des spécifications techniques, puisqu'il y a encore une question qui dit qu'est-ce que ça implique réellement le fait d'écrire dans les spécifications techniques que le contractant doit respecter notre système de reporting environnemental. Oui, donc si vous avez de tous les déchets qui sont produits pendant l'année. Ça peut être des déchets toxiques, plastique, papier, etc. Et donc, si vous avez des marchés de services de nettoyage, etc., vous pouvez obliger vos contractants de dire, voilà, nous, on a utilisé autant de produits de nettoyage, autant de peinture, on a collecté les déchets et c'est autant de kilos. Et donc, comme ça, ils sont obligés de suivre les obligations de reporting que vous avez en interne et ce n'est pas à vous d'aller chercher les chiffres. Et donc, ça donne un résultat réel parce que ça va demander moins de temps de travail pour vous et ça va obliger le prestataire de suivre votre système de gestion de management interne que vous avez déjà mis en place. Ce qui n'est pas le cas quand vous allez exiger le label EMAS dans les critères de sélection, parce que là, vous allez juste exiger qu'il a un système EMAS qui n'est pas nécessairement le même que votre système EMAS. Parce que ceux qui ont un système EMAS en place savent très bien que vous pouvez l'implémenter de multiples manières et que les différents systèmes ne sont pas nécessairement compatibles. Voilà, alors les diplômes requis, là aussi on a souvent un problème, c'est que dans les offres, on met des CV qui sont géniaux, des personnes 10, 15, 20 ans d'expérience et une fois que le marché commence, ces personnes ont miraculeusement disparu et vous allez vous retrouver avec plein de juniors qui vont faire l'exécution du marché. Ça aussi, c'est bien sûr un problème et pour ça aussi, il faut pas seulement exiger des certains diplômes ou une certaine expérience pendant la phase ou dans les critères de sélection, mais il faut aussi exiger qu'une personne avec autant d'expérience soit sur le chantier régulièrement pendant l'exécution du marché. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et qui donne après des discussions au moment du contrôle. Oui, mais on avait demandé autant d'expérience. Oui, mais vous avez demandé dans les critères de sélection. Et donc, ça, c'est très important d'aussi mentionner dans les critères d'exécution ou dans les spécifications techniques que
les personnes qui vont travailler sur le marché ont une telle ou telle expérience ou un tel CV. Alors, on va arriver aux parties le plus compliquées ou le plus difficile, les spécifications techniques. Donc, je vous rappelle, les spécifications techniques, c'est le minimum à respecter. Si vous avez 100 critères ou 100 spécifications techniques, un sous-traitant, un contractant ne répond pas à un des critères, ben, il ne peut pas participer au marché. Et les critères doivent être objectifs et mesurables. Ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir les contrôler. Alors, premier grand problème, c'est que tout n'est pas disponible. Moi, je reçois parfois des questions où je dis oui, ça sera très sympa si ce produit existait ou si on pouvait avoir accès à telle ou telle donnée, mais malheureusement, ce n'est pas sur le marché. Des gobelets compostables, pas encore sur le marché, ils partent encore dans le tout venant, ils bloquent les systèmes de compostage industriel. Donc, même s'ils ont un label OK Compost, en réalité, ils ne sont pas compostables. Des bulldozers électriques, des cartons à boissons 100% recyclés, malheureusement pas possible non plus. Donc, il y a quand même pas mal de choses que je vois passer comme question où je dois dire, désolé, ça n'existe pas sur le marché. Et donc, ben, à ce moment, ça ne sert à rien de le demander. Il faut mettre ces exigences un peu plus bas parce que le marché n'a pas encore produit ce que vous avez en tête. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Ben, pour ça, il faut faire une mini-étude de marché. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ici, juste 3 conseils pour le faire. Un, c'est contacter les organisations sectorielles. Ils représentent un certain secteur et ils ont une très bonne vision sur ce qui est disponible sur le marché et ce qui n'est pas disponible sur le marché. Vous pouvez formuler les critères comme critères d'attribution. Comme ça, s'il n'y a personne qui peut répondre le critère, ce n'est pas grave. Tout le monde aura 0 point, mais vous pouvez quand même attribuer le marché, ce qui ne sera pas le cas quand vous allez le mettre dans vos spécifications techniques. Et vous pouvez utiliser des labels parce que dans les labels, il y a quand même pas mal de critères qui sont cachés derrière un label, cachés qui sont dans le cahier de charge d'un label. Et donc, vous pouvez vérifier ce qui est sur le marché et ce qui n'est pas sur le marché en utilisant des labels. Le plus grand problème des spécifications techniques, je préfère de l'expliquer avec ce petit dessin qui est malheureusement en anglais, mais je le trouve tellement bien fait que je l'ai quand même laissé dans ma présentation. C'est un problème de communication. Ce n'est pas parce que nous, on fait une description sur papier d'un service ou d'un produit qu'on veut acheter que c'est très clair pour tout le monde. Et je pense que le dessin explique très bien comment on peut interpréter des critères de manière différente. Et donc, c'est un problème pur de communication. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter parce que si on ne comprend pas la même chose d'une description dans un cahier de charge, ben, on va avoir des problèmes pendant le contrôle et pendant l'exécution du marché. Donc, essayez de faire des descriptions le plus précis possible. Faites lire le document par vos collègues. Pourquoi est-ce que c'est important? On travaille parfois des mois sur un marché et on est tellement dans ce document que même avec un demi-mot, on sait toute l'histoire qui est cachée derrière. Ça, vos collègues ne vont pas avoir et les futurs contractants ne vont pas l'avoir non plus. Et donc, ça fait que parfois vos descriptions ne sont pas assez précises, ne sont pas assez compréhensibles et donc pour ça, c'est très important de faire lire les documents par vos collègues. Deuxième chose, c'est éviter des déclarations de préférence autant que possible. Respectueux pour l'environnement, on a déjà en discuté, mais des déclarations comme de préférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 9 fois sur 10, le produit doit être écologique. Ça veut être 6 fois par 10. Ça veut être tout le temps. Ça veut strictement rien dire. Et donc, vu que ce n'est pas bien défini, ça va être très difficile de contrôler ces exigences et ça va donner des discussions éternelles avec le contractant futur sur « oui, mais moi j'avais mal interprété ou interprété différemment » et ça
référence autant que possible. Donc, pour décrire les performances d'un produit, ben, il faut utiliser les normes, il faut utiliser les labels ou il faut organiser un test produit vous-même. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il existe vraiment des normes? Est-ce qu'il existe assez de descriptions? Oui. Il n'y a aucun souci, il y a des normes pour quasi tout. Il y a des normes, vous voyez là sur l'écran quelques exemples, mais ça peut être biodégradabilité, consommation d'énergie, ergonomie, sécurité, etc. Donc, il existe des normes européennes pour quasi tout. Il y a 10 ans, on m'avait demandé de faire une étude sur la comparaison des distributeurs de boissons. Mais très simple, il y a une organisation sectorielle qui a développé une norme pour mesurer la consommation d'énergie. Vous allez mettre ça dans votre cahier de charge et toutes les entreprises savent comment mesurer la consommation d'énergie. Ils vont vous donner un chiffre et vous pouvez facilement comparer leurs offres. Donc, les normes, c'est quelque chose de très précieux, très utile et ça existe pour pas mal de catégories de produits. Encore un deuxième exemple, je reçois souvent des questions. Label, le écolabel européen, et donc vous pouvez simplement implémenter cette norme et cette méthode de calcul dans vos cahiers de charge. Une fois que vous avez fait ça, ben, il faut encore bien sûr mentionner les pièces justificatives qui seront demandées. Ça veut dire que vous allez mentionner une certaine norme, vous allez à base de cette norme demander une biodégradabilité, consommation d'énergie, une performance du produit. Ben après, il faut un test labo, il faut un test organisé par un organisme tiers qui va attester que le produit que vous voulez acheter est conforme. Ça peut être un label, il y a pas mal d'options pour à donner comme pièce justificative, mais il est important de le demander et de le préciser. Maintenant, vous allez savoir, oui, mais comment est-ce que je peux trouver tous ces normes, toutes ces pièces justificatives? Ben, pour ça, il y a pas mal d'exemples de cahiers de charge type. Il y a le GPP Toolkit, il y a le site fédéral des achats durables, dans laquelle vous allez trouver des clauses comme celle-ci. Il y a une clause et il y a la vérification qui explique que le soumissionnaire doit fournir un rapport de test conforme l'un ou l'autre norme. Peut-être ça va apparaître du chinois pour vous, ne vous inquiétez pas, les entreprises qui sont dans le secteur, pour eux, c'est très clair ce que vous allez demander à ce moment et ils vont vous envoyer un simple document test d'un organisme laboratoire qui va déclarer que le produit est conforme les seuils que vous avez posés. Donc ça, c'est en général la meilleure stratégie de fonctionner. Si ce n'est pas via les normes, vous pouvez utiliser les labels. Ça marche de la même manière. Vous pouvez, le futur contractant va envoyer dans son offre les produits avec la preuve que les produits portent l'écolabel européen ou un des autres écolabels disponibles sur le marché. Je vous rappelle juste qu'on ne peut que utiliser les labels sous certaines conditions. Tous les critères doivent être liés à l'objet du marché. Les critères doivent être vérifiables. De nouveau, c'est comme toutes les spécifications techniques. Le label doit être créé dans une procédure ouverte et transparente, donc avec des stakeholders. Et très important, le label doit être contrôlé par une partie tiers. De nouveau, il faut un contrôle indépendant des exigences du label. Donc, en gros, les normes, les labels, le principe est toujours le même. Il faut un contrôle indépendant d'une partie tiers. Donc, ça veut dire que des autodéclarations sont complètement exclues, vu que dans les normes et dans les labels, on va l'exiger aussi. Si vous avez des questions sur les labels, il y a ce site infolabel.be qui est bilingue. J'ai mis la version néerlandophone dans les slides, mais donc ne vous inquiétez pas.
il est aussi disponible en français. Et là, vous pouvez trouver pas mal d'infos sur les labels. Il y avait une question sur comment est-ce qu'on peut contrôler les labels. Ben, ça dépend un peu d'un label à l'autre. Il y a des labels qui ont des très bons sites où vous pouvez consulter tous les produits qui ont obtenu leur label. Cela veut dire que vous allez vers le site du, par exemple, Ange Bleu, vous allez mettre le nom du producteur du produit et automatiquement, le site va vous donner ces produits qui ont obtenu le label. Si le produit n'est pas dedans, c'est déjà légèrement inquiétant parce qu'en général, les sites sont quand même bien mis à jour. Vous pouvez toujours contacter l'organisme qui fait la labellisation et à ce moment, demander si le produit a obtenu le label. Donc, ça, c'est relativement facile à mettre en œuvre. Il y a aussi des labels qui ont un système de chain of custody qui permet de mettre le label sur la facture ou sur le produit final. Et donc, à ce moment, vous pouvez simplement vérifier si le label est présent ou pas. C'est par exemple pour FSC, PFC. Donc là, sur la facture des achats de bois que vous allez faire, vous pouvez vérifier si le label est présent ou pas. Et il y a encore des autres labels que vous pouvez, en cas de doute, vérifier via des organisations sectorielles. Le label bio, vous pouvez toujours contacter Bio Wallonie. Et pour le label commerce équitable de Max Havelaar, vous pouvez toujours contacter Max Havelaar. Eux, ils n'ont pas vraiment des listings publiés sur Internet, mais ils ont des listes des organismes qui sont certifiés et donc ils peuvent toujours vous donner un avis positif ou négatif par rapport aux produits d'un fournisseur. Rob, ici, il y a une petite remarque d'une personne concernant les peintures. Oui. Apparemment, il y a des peintures qui seraient faites à base de déchets recyclés. Et la personne pointe le fait que les fabricants peuvent générer leurs propres fiches techniques. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as une remarque à faire ou un commentaire à donner? Oui, ça c'est actuellement encore un problème. Donc, il y a pas mal de produits maintenant sur le marché qui sont à base de ingrédients recyclés. Et pour ça, il n'y a encore pas énormément de labels sur le marché. Et donc là, souvent, c'est une autodéclaration. Et donc, ça dépend un peu. Il y a certains labels qui le contrôlent, qui le vérifient, mais qui sont plus difficiles à utiliser dans le cadre des marchés publics. Il y a notamment le label Cradle to Cradle, que vous ne pouvez pas utiliser en entièreté dans le cadre des marchés publics, mais qui fait des recherches sur le pourcentage d'ingrédients recyclés dans une peinture ou un autre produit. Mais à part ce label, il y a très peu de labels qui font ça. Et donc, à ce moment, malheureusement, pour uniquement ce critère, c'est uniquement pour le critère de recyclage des ingrédients, il n'y a pas encore beaucoup de mesures de contrôle. Maintenant, moi, je pense que ça va changer. Ça devient quand même de plus en plus courant. Et moi, je ne serai pas surpris quand dans les prochaines exigences des différents écolabels, on va retrouver, notamment pour la peinture, l'exigence d'utiliser certains ingrédients recyclés. Ok, merci. Il y a d'autres questions qui sont arrivées par rapport au label EcoCert. Est-ce un auto-label? Et pour le critère social, la personne demande si on dispose d'exemples de clauses techniques qui permettent de favoriser des fournisseurs locaux. Et il y a également une question sur le label concernant les transports et les flottes de véhicules. Je rappelle également qu'il est 10h28, juste pour que tu puisses gérer ton temps. Il me reste combien de temps alors? Il te reste 12 minutes. 12 minutes, ok. Vite les réponses alors. Pour les voitures, non, il y a juste les EcoScore que vous pouvez utiliser, mais il n'y a pas de label pour les voitures. Tu peux me rappeler les deux autres questions? Pour le critère social, est-ce qu'il y a des exemples de clauses techniques qui permettent de favoriser des fournisseurs locaux?
Oui, il y a moyen. Hormis le critère social, est-ce qu'il y a des clauses techniques qui permettraient de favoriser les fournisseurs locaux? Oui, ben, on peut, mais là, on sort un peu du cadre de la formation qui est basée sur le contrôle, mais il existe certaines possibilités. On peut exiger, par exemple, des pierres bleues concernant certaines spécifications techniques qui vont faire en sorte que les pierres bleues ne viennent pas de Chine, mais qui sont locales. On peut réserver un marché à l'économie sociale, on peut mettre des exigences de délai au niveau des interventions qui vont faire en sorte que des entreprises qui viennent de plus loin ne peuvent pas répondre. Donc voilà, il y a certaines possibilités, mais ça dépend d'un marché à l'autre. Dernière question, ça concernait EcoCert, si tu peux juste confirmer que c'est un bon label. C'est un très bon label. C'est un label français qui est contrôlé par un organisme de contrôle reconnu. Donc, vous pouvez l'accepter comme preuve. Alors, s'il n'y a pas de normes ni de label, ben, ce que vous pouvez faire, c'est organiser votre propre test. Bien sûr, beaucoup plus difficile, mais je l'ai déjà vu pour, par exemple, des petites voitures qui sont utilisées pour nettoyer des grandes surfaces dans les stations de train et de métro. Mais c'est bien sûr beaucoup plus compliqué d'organiser ses propres tests. Qu'est-ce qu'il faut quand même faire attention? Ben, dans la formulation, il faut bien veiller que c'est contrôlable. Ici, quelques exemples. 80% de toutes les peintures difficiles à contrôler parce qu'il faut vérifier les différentes factures. 20 ingrédients d'agriculture biologique, beaucoup plus facile à contrôler. Vous pouvez exiger une certification où vous pouvez trouver les 20 ingrédients dans le stock. Un EcoScore de 73, aussi très facile à vérifier, ça se trouve sur le site web de EcoScore. Donc, voilà, un peu en fonction du critère, c'est plus facile ou plus difficile à contrôler. La gestion d'espaces verts sans pesticides, oui, mais ça veut dire aussi qu'il faut être présent régulièrement et en cas de doute, il faut faire un test s'il n'y a pas des pesticides qui sont appliqués. Et toujours très important de demander le reporting du soumissionnaire sur le nombre de repas vendus, les produits utilisés, le renouvellement des certificats de ces produits, les rapports d'audit, etc. Donc, c'est très important que vous avez une idée de ce qui s'est passé et ce qui est consommé pendant le marché. Alors, décrire clairement le système de contrôle et d'amende. Il faut vous donner accès au lieu où vous pouvez faire le contrôle. Ça peut être dans le cadre des repas livrés, un site de production de repas où vous pouvez exiger l'accès pour faire vos propres contrôles. Et il faut déjà imposer les amendes dès le début. Ça peut être des montants fixes en cause d'une infraction classique, non-livraison, etc. Ça peut être aussi des pourcentages de commandes. Là, vous avez vraiment le choix de choisir ce que vous voulez mettre comme amende. Bien sûr, il faut que c'est réaliste, parce que si vous allez mettre des montants énormes, vous risquez que les soumissionnaires potentiels vont refuser de remettre offre. Mais le mieux, c'est de les fixer à l'avance, comme ça, il n'y a pas de surprise pendant l'exécution du marché. Alors, résumé des spécifications techniques, formulez bien les critères de manière claire, utilisez les normes et les labels et prévoyez un système clair pour les amendes. C'est pour moi les 3 qui sont quand même le plus importants. Alors, critères d'attribution. On se retrouve donc maintenant au moment de l'attribution du marché. Et là, on va comparer les différentes offres. Donc, les critères d'attribution doivent aussi être mesurables. Donc là, on a le même problème. On doit faire référence à des normes, à des labels pour pouvoir bien comparer les offres. Donc, dans ce sens-là, les critères d'attribution ne sont pas tellement différents des spécifications techniques. La seule différence, c'est que ici, ce n'est pas une obligation d'avoir ce critère. C'est une option qui va vous donner plus de points. Ici, 3 exemples ou de mauvais critères d'attribution. La qualité des repas, je vois trop souvent où on demande des menus, des grammages, des fraîcheurs de produits, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler au moment de l'attribution.
Et donc, c'est beaucoup mieux de le fixer dans les spécifications techniques, de demander une certaine saisonnalité, grammage, etc. Parce que vous ne pouvez pas le contrôler au moment de l'attribution, même via un test de goût. Ce n'est pas très sérieux comme test. Il y a un très bon chef qui va vous cuisiner un très bon repas, mais ça ne va pas ressembler au repas, par exemple, scolaire que vous allez retrouver après. Impact environnemental d'un produit nettoyage, on a déjà eu. Il y a plusieurs impacts. Il y a l'emballage et la toxicité du produit. Et donc, il faut bien définir les critères d'attribution comme dans les spécifications techniques. Si vous avez vraiment des critères non vérifiables, comme des critères esthétiques et la facilité d'utilisation, vous pouvez composer un jury. Et le mieux, c'est de fixer à l'avance les scores qui sont donnés. Et comme ça, il n'y a pas trop de discussion pendant l'attribution. Oh, pardon. Alors, si vous avez des critères d'attribution qui ne peuvent pas être vérifiés au moment de l'attribution, mais uniquement pendant l'exécution du contrat, il faut prévoir un système d'amende vis-à-vis le scoring qui est obtenu. Donc, si vous demandez des livraisons 2 jours après commande et l'entrepreneur il livre systématiquement 3-4 jours après, mais il a reçu par exemple 5 points dans l'attribution du marché, 5 sur 100, à ce moment, vous pouvez mettre une pénalité de 5% pour chaque livraison qu'il va livrer en retard. C'est un système un peu plus compliqué, mais ça marche très bien pour éviter que les fournisseurs vont exagérer leur délai de livraison ou des autres critères écologiques dans un marché. Et alors, bien sûr, comme j'ai déjà dit, une fois que les offres arrivent, on voit parfois les offres trop détaillées. Il faut que, bien sûr, vérifier les points que vous avez demandés dans vos offres. Il y a des preuves parfois imprécises, et là, vous pouvez éventuellement faire appel au helpdesk et il faut oser de rejeter des offres par manque de preuves claires. Il faut juste bien formuler pourquoi vous allez le faire. Et pour ça, le mieux, c'est de copier-coller les paragraphes que vous avez mentionnés, soit dans les critères d'attribution, soit dans les spécifications techniques, et expliquer pourquoi l'offre n'est pas conforme. Évitez de faire des rapports d'attribution du style « Ah, votre offre n'est pas conforme parce qu'il manque tel ou tel document » sans préciser le type du document. Ils ont eu le problème avec l'arrêt Max Havelaar. Quelqu'un n'avait pas mentionné le commerce équitable dans le cahier de charge, mais il avait mentionné dans le rapport d'attribution que les produits n'étaient pas commerce équitable. Et bien sûr, il y avait une plainte et le marché était bloqué pendant un très long temps. Donc, toujours copier-coller les paragraphes de votre spécification technique et critères d'attribution pour rédiger le rapport d'attribution. Et la dernière chose, si vous avez un marché où vous demandez des échantillons, bien les conserver toute la durée du marché parce qu'on constate de plus en plus que parfois les produits sont changés pendant l'exécution du marché et on vous donne une moindre qualité. Et si vous conservez les échantillons, vous pouvez toujours contrôler si la qualité est toujours la même et si le produit est toujours le même. Voilà, conditions d'exécution. Ici, on se trouve donc après l'attribution. Normalement, vous avez les produits, les services, les travaux que vous avez décrits. Mais pendant l'exécution, il y a bien sûr encore des problèmes qui peuvent arriver. Ici, un peu les différents problèmes, on va les regarder plus en détail. Par rapport au contrôle, il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on fait un contrôle régulier au niveau de la livraison ou est-ce qu'on prévoit un espace de stockage de produits pour le contractant? Comme ça, on peut de temps en temps contrôler le stock et on ne doit pas toujours être présent au niveau de la livraison des produits. Est-ce qu'on fait le contrôle en interne ou est-ce qu'on le fait en externe? Ça, Fabrizio va expliquer un peu après. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de non-conformité? Est-ce qu'on met tout de suite des amendes? Est-ce qu'on va d'abord faire une concertation? Tout dépend un peu du type d'infraction, de la relation que vous avez avec vos fournisseurs. Et donc, il n'y a pas des règles
général, mais je dirais il faut quand même y aller. Il ne faut pas être trop doux. Ce que je constate trop souvent, c'est qu'on n'ose pas prendre des réelles mesures et à cause de ça, le marché traîne, la qualité environnementale du marché n'est pas garantie et donc le problème n'est pas résolu. Donc à un moment ou l'autre, il faut quand même y aller, il faut mettre des avertissements et des amendes. Comment est-ce qu'on peut contrôler? Vous pouvez faire appel à des organismes externes, comme déjà dit. Un espace de stockage, surtout pour tout ce qui est peinture, produits de nettoyage, etc., c'est très facile. Vous pouvez exiger qu'il y a une fois tous les 2 mois une livraison et vous pouvez contrôler le stock au moment que vous voulez. Pour des contrats long terme, il faut de toute façon prévoir des moments de concertation réguliers pour discuter et faire des petits ajustements ensemble avec le contractant. Et il y a aussi la possibilité de travailler avec des systèmes de bonus en cas d'un bon travail du contractant pour le pousser d'aller plus vers des produits, services et travaux écologiques. Quelle fréquence? Grande question. De nouveau, ça dépend un peu du marché, mais moi je dirais le plus qu'il y a de risques, de problèmes, le plus qu'il faut contrôler. Le mieux, c'est ne pas nécessairement faire un contrôle où on contrôle tous les indicateurs, mais c'est mieux de faire des petits contrôles réguliers et contrôler un nombre limité des indicateurs. Ça va faire en sorte que le contractant peut s'attendre à un contrôle à tout moment et c'est très difficile pour lui de être non conforme ou de diminuer la qualité des produits et services offerts. Quand vous faites des contrôles, faites toujours un rapport. Je vois parfois, quand j'arrive dans des administrations, « Ah oui, on a fait un contrôle. Ah, et quand? » Ben oui, c'est telle personne, il pense que c'est plus ou moins il y a 2 ou 3 mois. Et ben oui, il a contrôlé un peu tout, mais pas tout à fait. Et voilà, quand vous faites l'effort de faire un contrôle, faites un mini-rapport avec les points qui étaient contrôlés, la date. Ça va aider à vos collègues aussi de savoir où se trouvent les problèmes et quand il est de nouveau nécessaire de faire. Est-ce que tu peux donner des informations sur le système de bonus? Oui, par exemple, le meilleur exemple, c'est pour les constructions routières. On va couper une grande axe et on donne 90 jours au contractant de compléter les travaux, mais s'il arrive à le faire en 85 jours, la route est libérée et donc il reçoit un bonus parce qu'il a fait les travaux plus rapidement. Ça, c'est l'exemple le plus clair d'un bonus dans le cas d'un marché. Mais donc, vous pouvez le reformuler et le faire pour des critères écologiques. Tout ça, c'est tout à fait possible. Je pense au marché de catering, par exemple, où si le contractant dit, moi, je peux chaque année augmenter le pourcentage de produits bio avec 5%, alors par tranche de 5%, il reçoit 5 centimes en plus par repas vendu. Voilà, il y a pas mal de possibilités dans ce sens. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de non-conformité? Il faut d'abord le constater, après il faut en discuter, il faut mettre des délais pour fixer le problème. Et si ça ne marche pas, il faut mettre des amendes et même oser de rompre le contrat. Il y a des marchés où la qualité est devenue tellement mauvaise que vous n'avez pas d'autre choix de rompre le contrat et il faut oser de le faire. Et alors, la grande question, qui va contrôler tout ça? C'est pas facile. Et donc, là aussi, il faut déjà réfléchir au moment que vous allez écrire le cahier de charge, qui va se charger de contrôler tous les critères que vous allez mettre dans le cahier de charge. Il y a aussi des stratégies qui peuvent marcher, mais que je n'ai pas encore vues en action, c'est faire appel aux utilisateurs. Par exemple, pour tout ce qui est restauration, vous pouvez demander du feedback des utilisateurs. Pour le leasing des vélos, des voitures, vous pouvez demander aux utilisateurs de constater les problèmes. Mais bon, ça c'est bien sûr aussi pas mal de travail pour les sensibiliser, fournir un template où ils peuvent faire les plaintes, etc. Donc
voilà, c'est parfois pas facile de contrôler un marché, ça demande beaucoup de temps et il faut essayer de quand même le faire parce que sans contrôle, dans mon expérience, surtout les marchés à risque, on voit des très très mauvais résultats de l'exécution. Voilà, on est arrivé aux conclusions générales. J'espère qu'ils étaient encore dans le temps. Pour moi, le plus important, c'est bien formuler vos critères et dans les spécifications techniques et dans les critères d'attribution et dans les critères d'attribution. Prends le temps pour ça, laisse relire, fais en sorte qu'il n'y a pas de confusion dans la communication, pas d'interprétation possible de vos critères. Et après, le contrôle sera beaucoup plus facile. Vous pouvez utiliser les normes, les tests labo, mais aussi les labels pour faciliter le contrôle. Et après, une fois que le marché est attribué, c'est à ce moment que le grand travail doit aussi encore commencer. C'est la vérification régulière de l'exécution du marché. Mais là, je vais laisser la parole à Fabrizio qui a une bonne solution, en tout cas pour certains marchés, c'est l'externalisation du contrôle. Voilà, merci à vous tous. Alors, est-ce qu'il y a encore des